Je m'appelle Marguerite Collin, bien que la plupart des gens m'appellent Margot. À 65 ans, je pensais avoir déjà traversé les saisons les plus difficiles de ma vie, la perte de mon mari, la retraite, apprendre à dormir d'un seul côté du lit. Mais rien ne m'avait préparé à ce soir de réveillon où mon fils unique m'a regardé dans les yeux pour prononcer la phrase que je n'aurais jamais imaginé entendre de sa bouche. J'avais passé la journée à cuisiner comme je le fais toujours en décembre. La maison embaumait le chapon rôti, la cannelle et le sapin que Damien m'avait aidé à choisir la semaine précédente. J'avais emballé les clés d'une voiture que je n'avais pas vraiment les moyens d'acheter avec ma petite retraite, mais il en avait besoin, et cela me suffisait. Lorsqu'il a ouvert la boîte, il a ri, m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais incroyable. Pendant un instant, la maison m'a semblé chaleureuse à nouveau, comme lorsque son père était encore en vie et que nous nous asseyions près de la cheminée avec un chocolat chaud. Puis sa femme, Chloé, a remué sur le canapé, lissant son chemisier de marque, et lui a fait ce petit signe de tête qui a tout changé. Damien a dégluti, la joie quittant son visage, et a dit doucement, « Nous ne t'avons rien pris cette année, maman. Chloé pense que tu devrais apprendre à donner sans rien attendre en retour. » Mes doigts se sont glacés. Mon propre fils répétait les mots de sa femme comme s'ils lui appartenaient, dans mon salon, le soir de Noël. J'ai calmé ma respiration et je les ai regardés, réalisant quelque chose de vif et de douloureux. S'ils croyaient être là pour me donner une leçon, ils n'avaient aucune idée de ce que je leur avais préparé. La vérité, c'est que le chemin vers ce soir de Noël n'avait pas commencé avec une voiture ou un cadeau manquant. Tout avait débuté des mois plus tôt, en septembre, quand les feuilles commençaient à roussir et que les matins devenaient frisquets. Je me souviens m'être réveillée tôt. La maison était silencieuse, comme toujours désormais, et j'ai réalisé que je n'avais pas eu de nouvelles de Damien depuis près de 2 semaines. Pas de SMS, pas d'appel, pas même un de ces messages rapides qu'il m'envoyait pendant sa pause déjeuner. Il n'avait pas toujours été comme ça. En grandissant, Damien était le genre d'enfant qui m'appelait du supermarché parce qu'il avait oublié le nom des céréales que son père aimait. Quand il s'est marié, je me suis dit que les choses changeraient, qu'il était normal que les époux deviennent la priorité l'un de l'autre. Mais ce changement ne semblait pas naturel. C'était tranchant, comme un coin enfoncé entre nous. La première fois que j'ai rencontré Chloé, elle était assez polie, jolie, élégante. Elle travaillait dans une boutique de mode au centre-ville et avait une façon de scanner une pièce comme si elle évaluait le prix de tout ce qui s'y trouvait. Mais Damien semblait heureux, et après avoir perdu mon mari 4 ans plus tôt, je voulais plus que tout que mon fils ait quelqu'un qu'il aime. Au fil des mois, de petites choses ont commencé à me sauter aux yeux. Chloé faisait toujours des commentaires sur ma maison. Au début, cela ressemblait à des compliments. Cet endroit a tellement de potentiel, Margot, disait-elle en se tenant dans ma cuisine, regardant autour d'elle comme si elle inspectait un bien immobilier. Puis le ton a changé. Tu sais, cette maison est bien trop grande pour toi toute seule. Tu vivrais tellement plus facilement dans un appartement moderne. Moins d'entretien, pas de jardin, moins de soucis. Un soir, début octobre, ils sont venus dîner. J'avais fait des pâtes et du pain à l'ail. C'était simple. Damien m'a aidé à mettre la table. Chloé est restée sur son téléphone, faisant défiler l'écran et soupirant comme si le monde lui devait quelque chose. Quand nous nous sommes assis, elle a épousseté des miettes de sa manche du bout des doigts et a dit « As-tu déjà pensé à vendre cet endroit ? Tu pourrais nous aider pour un apport. Cela profiterait à tout le monde. » J'ai essayé d'en rire, mais le sourire sur mon visage semblait coller. « Cette maison est payée, ai-je dit doucement. Votre père et moi avons construit une vie ici. » Chloé a penché la tête, les lèvres pincées. « Mais tu es seule ici maintenant. Cela semble juste peu pratique. » Damien est resté silencieux à côté d'elle, tapotant sa fourchette contre son assiette. Ce silence m'a fait plus mal que ses mots. Plus tard ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu leur voix venant du salon. Chloé parlait d'un ton bas et pressant, le genre qui n'était pas censé s'entendre. « Ta mère est déraisonnable. Elle accapare un espace dont elle n'a pas besoin. On croule sous le loyer pendant qu'elle est assise sur une maison comme un dragon gardant son or. » Damien a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais Chloé a répliqué, « C'est ta mère. Tu dois lui faire comprendre. On a besoin de cette maison, Damien.
Ces mots se sont enfoncés en moi comme de la glace. Je savais que beaucoup d'enfants adultes s'appuyaient sur leurs parents, mais je n'avais jamais imaginé que mon fils serait poussé à me prendre quelque chose, pas comme ça. Les jours suivants furent remplis de petites fractures. Damien m'a redemandé quels étaient mes projets pour la maison. Il m'a montré des annonces pour des appartements dans des résidences seniors, a entouré les prix, m'a parlé d'opportunités et de nouveaux départs. Il ne ressemblait pas à lui-même. Il avait l'air coaché. Puis il y a eu les changements chez Chloé, nouveau sac à main, nouvelles chaussures, une montre étincelante qui coûtait plus cher que ma facture d'électricité mensuelle. Elle disait que c'était des cadeaux de la boutique, mais les boutiques ne distribuent pas des montres à 1000 €. Plus j'en voyais, plus un acéré et désagréable se formait dans mon estomac. Tout a culminé un samedi lors d'un barbecue dans le jardin. Damien m'aidait à retourner les grillades. Chloé s'est éloignée pour prendre un appel, errant vers le fond du jardin. Je ne voulais pas écouter, mais sa voix portait par-dessus la clôture. Je t'ai dit que je ne peux pas la porter devant lui, chuchotait-elle. Il commencerait à poser des questions. Donne-moi juste du temps. Son ton n'était pas enjoué. Il était intime, familier, et le monde a basculé sous mes pieds d'une manière que je ne pouvais ignorer. Ce soir-là, après leur départ, j'ai marché dans ma maison silencieuse, touchant la rampe d'escalier, les vieilles photographies, la place à table où Damien s'asseyait enfant. Quelque chose clochait. Quelque chose de profond, quelque chose que je devais affronter, peu importe à quel point il était douloureux d'admettre la possibilité que la femme de mon fils ne faisait pas que lui mettre la pression, mais qu'elle le trahissait. Je ne le savais pas alors, mais ce moment dans le jardin était la première étape pour découvrir jusqu'où Chloé était prête à aller et ce que je devrais faire pour l'arrêter. Et que ça me plaise ou non, j'étais sur le point d'apprendre la vérité. Je n'ai pas beaucoup dormi après ce barbecue. Je repassais en boucle la voix de Chloé, sa douceur, le genre qu'on utilise avec quelqu'un qui nous connaît trop bien. J'ai essayé de raisonner, de lui trouver des excuses, mais le malaise s'alourdissait chaque jour. J'avais besoin de réponses, pas de soupçons. La personne vers qui je me suis tournée était Sylvie, ma meilleure amie de la paroisse. C'est le genre de femme qui entend l'inquiétude avant que vous ne la prononciez. Quand je lui ai tout raconté, l'attitude de Chloé, la pression pour la maison, les cadeaux luxueux et cette conversation dans mon jardin, Sylvie n'a rien écarté. Elle m'a regardé avec le même calme que lorsqu'elle avait géré le divorce difficile de sa fille et a dit « Tu as besoin de quelqu'un qui peut trouver la vérité sans devenir émotif. » Elle m'a donné un nom, Monsieur Patel, un ancien officier de police qui travaillait maintenant comme détective privé pour les gens ordinaires comme nous. Sylvie disait qu'il était discret, juste, et qu'il ne créait pas de problème à moins que les problèmes ne le méritent. Son bureau était au 2e étage d'un immeuble en briques étroit au centre-ville. Le couloir sentait la vieille moquette et le papier d'imprimante. Lorsqu'il a ouvert la porte, j'ai vu un homme au début de la soixantaine avec des yeux bienveillants et une posture d'homme entraîné à observer avant de parler. Il a écouté pendant que je lui racontais tout, mes inquiétudes pour la maison, la pression de Chloé sur Damien, ses nouvelles affaires coûteuses et l'appel téléphonique. J'ai essayé de ne pas laisser ma voix trembler, mais même Patel pouvait voir à quel point cela me faisait mal de dire tout cela à voix haute. Il a hoché la tête pensivement et s'est adossé à sa chaise. « Je ne peux pas promettre que vous aimerez ce que je vais trouver, a-t-il dit doucement. Mais je peux promettre que je trouverai ce qui est réel. » Je lui ai remis la compte, me sentant partagée entre culpabilité et soulagement. Je n'étais pas fière d'engager quelqu'un pour enquêter sur ma belle-fille. Mais il arrive un moment dans la vie d'un parent où l'on arrête de se soucier d'être poli pour se soucier de protéger l'enfant qu'on a élevé, même s'il ne réalise pas qu'il a besoin de protection. Pendant quelques semaines, la vie a suivi son cours calmement. Je cuisinais. Je nettoyais. J'allais à l'église. Je n'ai pas soufflé mot de ce que j'avais fait. Damien appelait de moins en moins. Chloé n'appelait jamais. Mais la nuit, je restais éveillée, me demandant ce que Patel pouvait bien voir. Puis, un mardi matin fin octobre, il a appelé. « Margot, a-t-il dit. Il faut qu'on parle. » Mon cœur battait la chamade alors que je conduisais vers son bureau. Quand je suis entrée, il avait déjà un dossier sur la table. Il a attendu que je m'assoie avant de l'ouvrir. La première chose que j'ai vue était une photo.
Chloé sortant d'une voiture que je ne reconnaissais pas. Pas la voiture de Damien, pas sa vieille berline, mais un SUV élégant, impeccable et neuf. Derrière elle, fermant la portière conducteur avec une familiarité qui m'a retourné l'estomac, se trouvait un homme que je n'avais jamais vu. C'est Lucas Vasseur, a dit Patel. Responsable des ventes à la nouvelle concession sur la nationale. Il a passé une autre photo. Chloé et Lucas entrant dans un hôtel. Une autre sortant d'un restaurant. Une autre se tenant trop près l'un de l'autre sur un parking, sa main frôlant son bras. J'ai fixé les images si longtemps que mes yeux me brûlaient. Patel a parlé doucement, me laissant le temps de respirer. Il y a plus, a-t-il dit en faisant glisser des reçus vers moi. Des factures d'hôtel payées avec la carte de Lucas. Des notes de restaurant pour 2 signées par lui. Et le pire, un bon de commande pour une montre de luxe livrée à Chloé. Les pièces du puzzle s'assemblaient d'une manière qui me rendait malade. Elle le trompe, ai-je chuchoté. Patel n'a pas confirmé, il a juste tapoté les papiers. Elle vit une double vie, et c'est pire que ça. Il m'a tendu un email imprimé. J'ai trouvé ça dans une poubelle derrière sa boutique. Elle a dû l'imprimer au travail et le jeter. C'était un message de Chloé à Lucas. Les mots sont devenus flous pendant que je les lisais. Elle disait que Damien finirait par me convaincre de vendre la maison. Patel a expliqué calmement, elle a écrit qu'une fois qu'ils en auraient tiré au moins 150 000 €, elle et Lucas pourraient enfin avoir la vie qu'ils méritaient. La pièce a tangué. J'ai agrippé les accoudoirs de ma chaise, essayant de me stabiliser. Chloé ne faisait pas que trahir Damien. Elle prévoyait de le dépouiller financièrement, et elle se fichait bien de savoir si le couteau devait me traverser en premier. Patel a posé une main douce sur la table. J'ai pensé que vous devriez savoir avant de prendre des décisions. Des décisions ? Le mot a résonné dans mon esprit longtemps après être rentrée chez moi. Je me suis assise dans mon allée, les mains tremblantes sur le volant, fixant la maison que mon mari et moi avions construite. La maison où Damien avait appris à faire du vélo, la maison que j'avais espéré qu'il hériterait un jour avec joie et gratitude. Maintenant, c'était le centre de la machination de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti quelque chose de plus froid que le chagrin, de plus stable que la colère. C'était de la détermination. Si Chloé voulait ma maison, ma famille, l'avenir de mon fils, elle allait apprendre que je n'avais pas vécu 65 ans sur cette terre sans apprendre à me battre. Je ne savais pas encore comment, mais je savais par où commencer. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un notaire. L'étude était située à l'angle de la place de la mairie, un petit bâtiment en briques avec une plaque en laiton indiquant « Maître Reynaud, notaire ». J'étais passé devant pendant des années sans y penser. Ce matin-là, avec le dossier que Patel m'avait donné glissé dans mon sac à main, j'ai eu l'impression de franchir la porte la plus importante de ma vie. Maître Reynaud m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un sourire calme. C'était une femme au début de la cinquantaine, posée et directe, le genre de femme capable d'équilibrer empathie et stratégie. Je lui ai fait confiance presque instantanément. Je lui ai tout raconté sur la mort de mon mari, la maison que lui et moi avions mis des décennies à payer, le comportement récent de Damien, la pression de Chloé, et enfin l'enquête. Elle n'a pas sourcillé quand j'ai mentionné l'adultère. Elle n'a pas octé ni écarquillé les yeux quand j'ai expliqué le plan de Chloé. Elle a simplement écouté, les mains jointes, absorbant chaque détail. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise et a expiré lentement. Margot, a-t-elle dit, vous portez cela seule depuis trop longtemps, mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas impuissante ici. Elle m'a expliqué mes options dans un français simple, pas en jargon juridique. La meilleure voie était des dispositions testamentaires strictes et une donation protégeant la maison de mon vivant tout en fixant des conditions pour après mon départ. Je garderai le contrôle total. Personne, ni Damien, ni Chloé, ni un futur tribunal, ne pourrait forcer une vente tant que je vivrais. Et après mon décès, Damien pourrait hériter de la maison, mais seulement s'il respectait les conditions que je fixais. Quel genre de conditions, ai-je demandé. Celle qui protège vos volontés, a-t-elle dit doucement. Par exemple, il ne doit avoir participé à aucune tentative de vous contraindre à vendre. Il ne doit pas être sous obligation financière envers un conjoint ou ex-conjoint concernant la propriété.
et il ne doit jamais avoir tenté de contester légalement votre propriété. En d'autres termes, je pouvais protéger ma maison de Chloé directement et protéger Damien de ses manipulations à l'avenir. J'ai senti quelque chose se desserrer en moi pour la première fois depuis des mois. J'ai signé les documents. Maître Reynaud a tout authentifié et fait des copies. Quand je suis sortie de l'étude, le vent de fin octobre semblait plus vif, plus propre. J'avais repris le contrôle, mais la paperasse ne suffisait pas. J'avais besoin que Damien voie qui était vraiment Chloé, et je devais le lui montrer d'une manière qui ne le rendrait pas défensif ou ne le pousserait pas davantage dans ses bras. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec le dossier de Patel étalé devant moi. J'ai lu chaque ligne, chaque reçu, chaque photo. Chaque pièce ressemblait à un autre fil détricotant la vie que mon fils pensait avoir. Je détestais ce que j'allais faire. Je détestais en être arrivé là. Mais prétendre que tout allait bien ne ferait qu'enfoncer Damien plus profondément dans la toile de Chloé. J'ai pris ma décision. J'allais leur offrir à tous les deux un réveillon de Noël qu'ils n'oublieraient jamais. Je les ai invités à dîner le lendemain matin. Chloé a répondu en quelques minutes, chose qu'elle faisait rarement. Hâte de discuter de la maison, a-t-elle écrit. Damien a envoyé un emoji pouce levé, ce qui m'a piqué plus que cela n'aurait dû. Au cours des semaines suivantes, je me suis préparée comme on se prépare à une tempête. J'ai cuisiné. J'ai nettoyé. J'ai décoré la maison. Même si la joie derrière tout cela semblait forcée, j'ai acheté à Damien la voiture dont il avait désespérément besoin, me disant qu'une mère n'arrête pas d'aimer son enfant simplement parce qu'il s'est égaré. Mais chaque fois que Chloé entrait chez moi, ses yeux glissaient sur les murs, les sols, l'escalier, les plans de travail de la cuisine. Elle n'admirait pas. Elle faisait l'inventaire. 2 jours avant Noël, je suis entrée dans la concession où travaillait Lucas. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement regardé. Il était appuyé sur un bureau, riant avec des collègues, ajustant sa cravate avec la même main qui avait tenu Chloé sur ses photographies. Il ressemblait à un homme qui ne portait aucune culpabilité, aucune peur des conséquences, un homme qui pensait ne jamais se faire prendre. Le matin du réveillon, j'ai sorti le dossier de Patel une dernière fois. J'ai placé les photographies, les reçus et l'email imprimés dans une grande enveloppe. J'ai ajouté une petite clé USB que Patel avait préparée contenant des vidéos datées des halls d'hôtel. J'ai tenu l'enveloppe entre mes mains et j'ai chuchoté, si c'est ce qu'il faut pour protéger mon fils, alors qu'il en soit ainsi. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les érables devant ma fenêtre, j'ai mis la table avec la belle porcelaine. J'ai placé des bougies, plié les serviettes et disposé chaque plat que j'avais cuisiné maison. La maison rayonnait de chaleur malgré le froid extérieur. Et quand j'ai entendu leur voiture entrer dans l'allée, j'ai su que la tempête était arrivée. Mais je n'avais pas peur. J'étais prête. Quand Damien et Chloé sont entrés chez moi ce soir de Noël, la chaleur de la cheminée n'a pas pu adoucir le froid qu'ils apportaient avec eux. Chloé est entrée en premier, le menton légèrement levé, ses yeux balayant le salon comme si elle cataloguait ce qui lui appartiendrait bientôt. Damien a suivi avec un sourire nerveux, le genre qu'il utilisait quand il voulait que la soirée se passe bien mais sentait que ce ne serait pas le cas. Le dîner fut calme, trop calme. J'avais tout cuisiné moi-même. Chapon rôti, haricots verts, purée, petit pain maison. J'essayais de recréer les fêtes dont Damien se souvenait enfant, celles remplies de rire et de musique. Mais Chloé a à peine touché à sa nourriture. Elle continuait de jeter des coups d'œil à son téléphone comme si elle attendait un message de quelqu'un avec qui elle voulait vraiment passer la soirée. Damien parlait de travail, mais même lui semblait distrait, répondant rapidement chaque fois que Chloé lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Le sapin de Noël brillait doucement dans le coin. J'ai tendu à Damien la petite boîte en velours contenant les clés de la voiture. Son visage s'est illuminé instantanément. Il m'a serré dans ses bras avec une gratitude sincère, le genre qui a fait s'estomper toute la douleur silencieuse des derniers mois pendant un instant. J'aurais aimé que la soirée puisse s'arrêter là. Chloé a ouvert son cadeau ensuite. J'avais économisé 3 mois pour lui acheter ce sac à main, imaginant qu'elle verrait ce geste comme un pont entre nous. Elle l'a tenu en l'air, a pris une photo pour ses abonnés et l'a posée sans un mot de remerciement.
J'ai remarqué que Damien la regardait comme s'il attendait une réaction qui n'est jamais venue. Finalement, je me suis rassise, attendant le cadeau qu'ils avaient apporté, quel qu'il soit. Je ne m'attendais pas à grand-chose, peut-être une bougie parfumée ou une écharpe, mais j'espérais quelque chose qui dise « Tu comptes pour nous ». Au lieu de cela, Chloé a donné un coup de coude à Damien. Il s'est raclé la gorge, a regardé partout sauf vers moi et a dit « Nous ne t'avons rien pris cette année, maman. Chloé pense que tu dois apprendre à donner sans rien attendre en retour. » Le silence qui a suivi était pire que des cris. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais pas à cause du feu. J'ai vu Chloé avoir un petit sourire en coin, comme si elle avait enfin prouvé quelque chose. J'ai pris une lente inspiration. C'est vrai? Damien s'est un peu ratatiné. Chloé a croisé les jambes et s'est adossée, victorieuse. Il pensait que l'humiliation s'arrêtait là. Mais il ne savait pas que j'étais entrée dans cette nuit armée de la vérité. Eh bien, ai-je dit doucement en fouillant dans le tiroir à côté de moi, puisqu'on en est aux leçons ce soir, j'ai un cadeau de mon côté. J'ai posé la grande enveloppe sur la table basse. L'expression de Chloé a changé instantanément, se durcissant sur les bords. Damien a froncé les sourcils. Vas-y, ai-je dit. Ouvre-la. Chloé l'a saisie avant que Damien ne puisse le faire. La première photo a glissé. Son visage est devenu blême. Elle l'a fixée une seconde entière avant de la pousser vers Damien. Il l'a prise lentement. Quand il a vu Chloé sortir du SUV de Lucas avec sa main frôlant son bras, la confusion a traversé son visage. « C'est quoi ça ?» a-t-il chuchoté. Il est passé à la photo suivante. Chloé et Lucas entrant dans le hall d'un hôtel. Une autre partageant un dîner trop intime pour être ignoré. Une autre où Chloé se penchait vers Lucas si près que cela effaçait toute idée de coïncidence. Damien a secoué la tête comme s'il pouvait annuler ce qu'il voyait. « Chloé, dis-moi que c'est faux. » Elle a balbutié quelque chose à propos de retouches, de manipulation, d'obsession de ma part. Je n'ai rien dit. J'ai simplement placé l'email imprimé entre eux. Damien l'a ramassé. Il l'a lu lentement. Ses lèvres tremblaient alors qu'il arrivait à la partie où Chloé décrivait la vente de ma maison, le partage de l'argent et le début d'une nouvelle vie avec Lucas. Ses épaules se sont affaissées. Le poids de la trahison s'est abattu sur lui en temps réel. « Pourquoi ?» lui a-t-il demandé, la voix à peine audible. « Pourquoi tu ferais ça ?» La panique de Chloé a basculé dans la colère. « Parce que je mérite mieux que de vivre sur ton salaire ridicule pendant que ta mère est assise sur une maison dont elle n'a pas besoin. » La cruauté de ces mots l'a stupéfaite elle-même. Elle a claqué sa bouche, mais c'était trop tard. Damien s'est levé, pas rapidement, mais avec une sorte de dévastation lente. « Sors, a-t-il dit. Chloé a cligné des yeux. « Damien. Sors. » Sa voix s'est brisée, mais la détermination y était inébranlable. Chloé a attrapé son manteau, marmonnant des menaces sur des avocats et des droits, mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. La porte a claqué derrière elle, l'écho tranchant le silence de la maison. Damien s'est effondré sur le canapé, ses mains couvrant son visage. Je me suis assise à côté de lui, sans le toucher encore. Parfois, une mère attend que la brisure soit faite avant que le réconfort ne puisse commencer. Après un moment qui a semblé une éternité, il a chuchoté « Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé de l'avoir laissé tout déformé. Je ne sais même pas comment j'en suis arrivé là. » J'ai tendu la main et je l'ai posée sur son dos, douce et stable. « Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais, ai-je dit. Il n'y a pas de honte à ça. » Il s'est penché vers moi, épuisé et accablé de chagrin. Le feu crépitait à côté de nous, chaud et constant. Dehors, la neige commençait à tomber, douce et lente, comme si le monde lui-même expirait. Cette nuit-là ne m'a pas donné de joie. Elle ne m'a même pas donné de satisfaction. Mais elle m'a donné quelque chose dont j'avais besoin plus que tout. La vérité. Et la vérité, aussi douloureuse fût-elle, était le seul cadeau qui valait la peine d'être ouvert ce soir de Noël.